Congo à L News, première chaîne d'info. Quel serait l'avenir de la jeunesse africaine face à la réalité sociale de notre continent? Et aujourd'hui, quelles sont les causes qui ont poussé qu'aujourd'hui l'Afrique souffre, que la jeunesse africaine aujourd'hui manque l'espoir dans leur vie quotidienne? Et aussi, quelles seront les solutions à envisager aujourd'hui dans cette émission? Le docteur Mathias Néan, qui est ingénieur en BTP. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Et aussi M. Kwangena Martin, professeur de droit à l'Université d'Evry, maire honoraire en Champigny-sur-Marne et aussi écrivain. Docteur, bonsoir. Bonsoir, M. Andreas Mouzon. Alors, aujourd'hui, on parle de la jeunesse africaine. L'Afrique aujourd'hui est incapable aujourd'hui de donner l'espoir à la jeunesse africaine. On parle de la société africaine. Aujourd'hui, nous sommes mal vus. En Europe, on juge les Africains comme un continent médiocre, un continent qui n'a pas d'avenir à donner à ses enfants, à la jeunesse aujourd'hui. Alors, quel serait aujourd'hui l'avenir de la jeunesse africaine face à la réalité sociale d'aujourd'hui? Monsieur Mathias. Merci, très cher ami Andrea Musin. Merci, cher professeur, pour l'intérêt que vous portez déjà sur ce sujet qui concerne l'Afrique en général et la jeunesse en particulier. Merci par ailleurs pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer sur ce sujet-là qui est d'une importance capitale parce que je suis moi aussi africain, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et je suis en France et donc je suis considéré comme un passeur entre deux mondes, l'Afrique et la France. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on dit qu'on parle de la souffrance en Afrique. Quand vous allez en Afrique, il n'y a pas d'avenir. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on évoque, on parle des microbes. Ce sont des jeunes aujourd'hui qui posent problème dans la société. Pourquoi aujourd'hui la Côte d'Ivoire, dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire, je prends aussi l'exemple de la République démocratique du Congo, on parle des Chégués. Quand on va en Angola, la même chose. Pourquoi cette race ou cette classe sociale qui naissent dans notre population? Bon, avant de répondre à la question, il y a un fait. Il y a un fait qu'il ne faut pas ignorer. L'Afrique. Est-ce que l'Afrique est un continent pauvre? D'abord, lorsqu'on répond à cette question-là, on situera les responsabilités. J'ai pris quand même un petit moment pour faire des recherches. Et si vous me permettez, je vous lis les chiffres qui parlent de l'Afrique. L'Afrique, en chiffres, c'est des sources tirées de CIPINA, Croix-Rouge, de 2014. 1,2 milliard d'individus, 54 pays, la densité 21,09. Les indicateurs de développement, 70 millions ont accès à Internet, 200 millions d'analphabètes, avec une espérance de vie de 52 ans, un taux de natalité de 38%, un taux de mortalité de 15%, 50% des Africains ont moins de 18 ans. Donc, 1,1 milliard d'Africains auront l'âge de travailler en 2040. 60% des réserves, l'Afrique comptabilise 60% des réserves de terres cultivables dans le monde. Un continent riche en ressources naturelles, du sous-sol notamment, qui est le plus souvent exporté, non transformé. Au niveau des secteurs, c'est là, ça a été un peu, ça m'a intrigué. L'Afrique, quand on parle de développement, je vais vous parler d'abord des ressources minières. L'Afrique a 41,5% de son PIB qui est représenté par 47,7% de son PIB qui est représenté par le secteur des services. Ça veut dire les petites choses, la couture, la mécanique, les trucs. Et pourtant, le continent, c'est l'un des continents les plus riches au monde. Un sous-sol extrêmement riche. Environ 30% des réserves mondiales en minerais, donc 40% des réserves en or, 60% du colbert, 90% de platine. Et je vais
m'arrêter là. Voilà, parce que là, vous parlez, vous dites que l'Afrique est riche, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'homme africain ne soit pas riche? Parce que le problème, c'est l'Afrique ou c'est l'homme africain? Et pourquoi? Mais voilà, c'est là que je vais... Oui. Parce que moi, je suis... après la thèse en anthropologie que j'ai obtenue à l'Université de Paris 1, je me suis orienté et je suis aujourd'hui ingénieur dans le domaine du BTP et des travaux publics, plutôt en France. J'ai travaillé d'abord avec Bouygues Bâtiment et ensuite Bouygues Travaux Publics sur le projet de Grand Paris, la ligne 15 du métro. Aujourd'hui, je suis au sein d'une structure qui fait du consulting dans le domaine du BTP. Les outils, c'est après avoir identifié un certain nombre d'éléments, la matière, l'humain, qu'est-ce qui va poser problème? La matière, justement, qu'est-ce qui va poser problème? La matière, l'Afrique est regorgée. Alors, qu'est-ce qui pose un problème pour qu'aujourd'hui l'Afrique soit le dernier des continents, qui est en réalité le premier des continents le plus riche en sous-sol? C'est l'humain. C'est l'humain. Donc l'humain, il y a un certain nombre de facteurs qui rentrent en compte. Il y a le politique, parce que c'est lui qui est le garant, c'est lui qui, quand ça ne va pas dans un État, c'est lui qui doit mettre le paquet à travers des réformes, mais aussi à travers sa politique économique, sociale. Et donc, économique, je reviens vers vous, je vais chez le professeur Konyeda. Alors, professeur, M. Mathias a parlé de 200 millions d'analphabètes aujourd'hui en Afrique. Alors, c'est dit à quoi tout ça aujourd'hui, 200 millions? Merci, M. Andreas Mouzon, et je remercie aussi mon co-débatteur concernant le problème que nous allons débattre aujourd'hui. D'abord, je m'inscris dans les différents chiffres que vous avez donnés, mais le vrai problème, c'est quoi, en résumé? Le vrai problème, aujourd'hui, il y a un mauvais choix économique. Il y a échec de nos politiques. Deuxièmement, l'Afrique souffre aussi de l'instabilité. Que ce soit chez toi, nos amis ivoiriens, que ce soit chez moi en RDC, il y a ce qu'on appelle, vous avez connu l'instabilité, maintenant il y a la stabilité, et nous avons l'instabilité qui dure 25 ans à l'Est. Et il y a aussi pas mal de guerres, il y a des déplacés, il y a des migrations. Tout ça, ça cause, ça nous déstabilise aussi. Mais pour y arriver, moi je pense que pourquoi nous sommes dans cette situation? Il y a plusieurs raisons. Rien qu'avec les différentes données que vous avez présentées, par exemple, 60% des terres cultivables, et aussi, vous avez dit 45% de son PIB, c'est les services. D'où il faut faire un diagnostic pour que nous puissions être efficaces et répondre. Moi, je commencerai d'abord par le facteur de production en Afrique. Quand on dit facteur de production, commençons d'abord par les ressources humaines inexploitées et insuffisantes. Et aussi au profit de l'étranger. Premier constat. Le deuxième constat, la main-d'œuvre, qui mon combattant vient d'évoquer, est abondante, mais peu formée. Il nous manque de la formation. Là, je parlerai des secteurs de secondaire. Et aussi, cette main-d'œuvre est sous-employée. Ça, c'est les constats que l'on peut formuler, que l'on peut présenter à ceux qui nous suivent. Et il y a aussi les problèmes de capital technique et capitaux financiers. Les constats, c'est quoi? Insuffisant, mal orienté, c'est-à-dire il y a de la spéculation, évasion à l'étranger. Ça, c'est du point de vue facteur de production. Et maintenant, du point de vue ce qu'on appelle flux matériel, vous allez constater que dans la production alimentaire, c'est insuffisant compte tenu de ce qu'on appelle la croissance démographique. Là, je ne rentrerai pas dans la théorie des Malthus, mais c'est une réalité. Quand on parle aussi de la production industrielle, insuffisant compte tenu des niveaux de développement. Nous sommes en retard. Et l'ensemble de ces éléments nous ramène à ce qu'on appelle la dépendance accrue vers l'étranger. Vous voyez, il faut exporter tout de l'étranger. Et concernant aussi les flux monétaires, donc, il y a ce qu'on appelle insuffisance des revenus. Ça nous ramène à ce qu'on appelle
la famine, la malnutrition, quand vous n'avez pas les pouvoirs d'achat, quand vous ne pouvez pas atteindre le bout de mois, par exemple, tu as reçu un salaire les 15 du mois, tu n'as plus le moyen de vivre, donc vous pratiquez ce qu'on appelle le système D, c'est-à-dire le revenu est insuffisant, ça nous ramène à la malnutrition. Et aussi, il y a aussi faiblesse de l'épargne, parce que tu es mal payé, tu ne peux pas épargner. Donc, ça ramène l'Africain à ce qu'on appelle le cercle vicieux. Tu ne gagnes pas assez, tu reviens toujours pauvre. Voici un peu les diagnostics que je peux formuler. C'est ce qu'on appelle, en résumé, le manque d'esprit de progrès. Parce que j'ai évoqué le cercle vicieux, ici, il nous faut un cercle vertueux. Un cercle vertueux, c'est le contraire des cercles vicieux. C'est-à-dire que demain, vous avez la possibilité d'épargner, demain, vous avez la possibilité de créer des structures. En ce moment-là, vous rentrez dans le cercle vertueux. Mais aujourd'hui, dans l'ensemble, s'il faut faire le résumé de ces diagnostics, il nous manque l'esprit de progrès. Et dans la discussion, je vais évoquer que faire pour y arriver. L'esprit de progrès, parce que M. Mathias a parlé, a dit que la cause, c'est les politiques. Parce qu'aujourd'hui, si nous comptons, parce qu'en Afrique, l'Afrique représente 70% des chômeurs, du Congo, du Maroc, en Afrique du Sud. Alors, si M. Mathias parle de la politique, est-ce que les politiques seront les causes des conséquences ou pas? Moi, je pense que les intellectuels ont échoué. Pourquoi j'ai dit que les intellectuels ont échoué? Parce que l'Afrique a pas mal d'intellectuels. Mais des intellectuels qui ne servent à rien. Permettez-moi d'être un peu strict. Parce que le rôle d'un intellectuel est d'éclairer la société. C'est-à-dire, là où la société est bloquée, lui, il est là pour apporter des solutions dans le but que tout le monde puisse bénéficier de son parcours. C'est-à-dire, vous éclairez la société. Or, pour nous, à chaque fois, quand on a des problèmes, la faiblesse nous oriente d'appeler les autres. Et pourtant, nous avons aussi des gens qui sont capables d'eux. Il nous manque seulement de leadership. Il nous manque seulement de visionnaires. Il nous manque aussi avoir confiance. Mais quels sont les maux que souffre l'Afrique? Les maux que souffre l'Afrique, c'est quoi? C'est le problème de la corruption. C'est le problème de l'instabilité politique. C'est le problème aussi qu'on n'arrive pas à donner des solutions. Par exemple, mon co-débatteur vient de présenter 60% que j'ai écrit de la terre est cultivable. Mais attention, les constats c'est quoi? Ici, quand on développe la culture, c'est une culture pour l'exportation. L'exemple pour nos amis ivoiriens, cacao, café, tabac, c'est pour l'exportation. Mais ils n'arrivent pas aussi pour nous tous Africains. Où est la culture vivrière qui va permettre d'améliorer ce qu'on appelle les besoins de la population? Donc, il y a un problème. Il faut essayer d'inverser la courbe, d'inverser les situations. Et moi, si j'ai dit aussi que les intellectuels ont échoué, pourquoi? Parce que quand on fait une étude comparée, je vais évoquer le pays de l'Asie l'Asie du Sud. Par exemple, la Corée avait la même situation que l'Afrique aujourd'hui. Mais la Corée est devenue ce qu'on appelle aujourd'hui le 10e pays dans la puissance économique. Mais vous parlez de la Corée du Sud. Oui, Corée du Sud. C'est-à-dire la Corée du Sud occupe à présent la 11e place mondiale des pays économiquement développés. Mais la Corée du Sud avait la situation de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il nous manque de visionnaires. Mais qu'est-ce que les Coréens ont fait? Premièrement, ils ont essayé de se positionner sur les investissements constants à l'éducation.
Premier constat à l'éducation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans les réseaux sociaux, les jeunes aujourd'hui essayent de réparer les ordinateurs. Or, nous, nos enfants passent le temps dans les églises. Il y a plus des églises que des écoles. Permettez-moi d'être ferme. J'ai des statistiques. Abidjan, 4000. Yaoundé, 4200. La ville de Kinshasa, 7000. Lagos, 10 000. Non, ça c'est pour endormir les gens. C'est le nombre des églises. Oui, bien sûr. Il y a plus des églises que des bibliothèques. Or, les savoirs, la connaissance est très important pour maîtriser l'environnement. Les savoirs, la connaissance est très important pour orienter l'environnement. Mais nous, les constats, c'est ça. J'arrive aussi. Ça, c'est le premier point. Ils ont fait les investissements constants dans l'éducation pour nos amis coréens. Ils ont aussi essayé de travailler sur ce qu'on appelle les services de la santé. Deuxième point. Et le troisième point, ils ont fait ce qu'on appelle les infrastructures intelligentes. Voici les 3 agrégats que nos amis coréens ont compris pour maîtriser l'environnement. Pour maîtriser l'environnement, docteur Mathias, oui. Tout à l'heure vous avez dit que les politiciens seraient responsables. Mais qu'est-ce qui nous fait dire aujourd'hui que les politiciens sont responsables de la souffrance de notre jeunesse aujourd'hui? Oui, la cause du non-développement de l'Afrique aujourd'hui, moi je l'identifie sur 3 points ou 4 points. Allez-y. 3 points ou 4 points. La première cause, c'est la cause politique. C'est des facteurs politiques. Donc les politiciens sont responsables aujourd'hui. Oui, quand on parle de politique, on parle du politicien, naturellement, parce qu'il y a l'homme politique et puis il y a ses idées qui sont la politique. Donc, il y a la politique. Au niveau de la politique, on a il y a la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance qui est au cœur de l'Afrique et qui fait plonger chaque jour nos pays dans le désordre, mais aussi dans la pauvreté et la misère. La mauvaise gouvernance, je me résume, cette mauvaise gouvernance est caractérisée par la corruption. La corruption, est-ce que c'est la mauvaise, excusez-moi, est-ce que c'est la mauvaise gouvernance ou c'est le manque de savoir? Parce qu'ils ne savent pas, c'est pour ça. Mais je vais y arriver, parce que le politique, on ne peut pas dire que le politique ne sait pas. Il sait bien, il est cultivé, il a pris son temps pour aller à l'école. Est-ce qu'aller à l'école suffit pour diriger un État? Pourquoi aujourd'hui, ceux qui ont été à l'école aujourd'hui n'arrivent pas à transformer leur société, à envoyer des enfants à l'école et répondre aussi à la réponse de la population? Ceux qui sont allés à l'école et qui dirigent les pays, nos différents pays aujourd'hui, moi je pense qu'ils ont les compétences quand même. Je ne jette pas. Ils ont des compétences, ils ont pratiquement les mêmes diplômes que ici. On a les docteurs, on a des ingénieurs, on a tout ça. Mais il y a une question fondamentale qui est la mauvaise gouvernance. Et cette mauvaise gouvernance qui ne permet pas à ces gens-là de prendre des initiatives, de prendre des réformes qu'il faut, de prendre et de déclencher des grands chantiers de développement en Afrique. Et j'avais, si vous me permettez, j'avais souligné qu'il y avait des points dans la politique. Mais au-delà de la politique, il y a encore ça tourne, on revient vers la politique, l'éducation. L'école aujourd'hui, est-ce que l'école aujourd'hui répond au rôle d'antan? Est-ce que l'école aujourd'hui est adaptée? On a un exemple palpable en Côte d'Ivoire, et pas plus tard que la semaine dernière, 3000 docteurs, c'est-à-dire qui ont effectué des études après 8 ans, qui ont obtenu le diplôme de docteur dans différents domaines, et qui sont au chômage. C'est partout en Afrique. Au Congo, c'est la même chose. Donc, je me pose la question. Il y a une question au niveau de l'école, de la formation. Est-ce que ces formations-là, aujourd'hui, sont adaptées? Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de ces milliers d'étudiants qu'on fait rentrer dans les facultés de lettres, dans les facultés d'histoire, dans les facultés de... Je ne dis pas que ces facultés-là ne sont pas importantes. Si, elles sont importantes. Mais aujourd'hui, la réalité se veut quoi? On manque de techniciens aujourd'hui. On manque... L'Afrique, comme je l'ai dit, il y a la terre cultivable.
pourquoi on ne forme pas des techniciens, on ne forme pas des ingénieurs agronomes, on ne forme pas des techniciens au niveau de la chimie pour pouvoir transformer les produits que nous avons. Et les bananes qui sont produites au village, faute de route, là c'est la politique. Les tomates qui sont produites au village, faute de route, sont... la responsabilité des politiciens, oui, des politiques. Oui. Sont-ils conscients ou pas? Bon, là, je ne peux pas lire dans leur tête s'ils sont conscients, mais je me dis oui, ils sont conscients. Donc c'est fait exprès, alors, s'ils sont conscients. Non, ils sont conscients, mais c'est pas fait exprès, je pense bien. Je pense que je vais pas leur jeter quand même la pierre, comme ça. C'est pas fait exprès, mais ils sont conscients de ce que ils sont en train de faire plonger, parce qu'il y a certains d'entre eux qui prennent quand même des initiatives, qui veulent sortir leur pays de cet état. Vous dites qu'ils sont conscients de la situation actuelle. Vous avez évoqué, vous avez parlé de l'agriculture. Il n'y a pas des routes. Alors, moi, je me suis posé la question. Si ces politiciens sont conscients, parce que vous dites qu'ils sont conscients, pourquoi sont-ils animés de cet esprit d'abandonner aussi la population? Parce que très souvent, on les voit, ils achètent, ils remplissent leurs poches, ils font la fête avec leurs fêtes et leurs enfants, ils achètent des appartements à Paris, en Belgique, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Alors, eux-mêmes, déjà, ont du mal à construire chez soi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'homme politique africain réagit ainsi? Je vais répondre à cette question avec beaucoup de réserve et d'objectivité. Le politicien africain aujourd'hui est entre l'enclume et le marteau. C'est des gens qui accèdent généralement au pouvoir pas par une élection claire, transparente. Ils accèdent généralement au pouvoir parce qu'ils sont connus et soutenus par la France, qui met tout en œuvre pour créer les conditions d'une élection, et les gens arrivent là. Notamment Ils arrivent par pistonnage. Oui, par pistonnage. Vous voyez, ce mot, il est bien dit. Quand quelqu'un est pistonné, moi je me souviens la dernière fois, j'étais au niveau de mon travail. Voilà, j'arrive, je prends la décision de partir, parce que je vais démissionner. Et mon chef me dit, mais tu vois, pourquoi tu veux démissionner ici, on est bien? Je lui réponds, toi tu es bien, mais je veux aller ailleurs. Et j'ai pas peur, parce que je ne suis pas j'ai pas été pistonné pour venir ici. Et donc, quand on n'est pas pistonné, quand les politiciens réalisent qu'ils ont accédé à la magistrature suprême par le peuple et par compétence, ils doivent leur responsabilité à la population et à la compétence, et donc pas à l'Occident. Ils n'ont pas de compte à rendre à l'Occident. Et dès lors où ils ont des comptes à rendre à l'Occident, la politique n'est plus orientée vers le développement de la population, mais plutôt vers la relation entre l'Occident et puis leur personne. Donc aujourd'hui, le piston leur oblige aussi de ne rien faire en Afrique. De ne rien faire en Afrique, c'est ça. Voilà, je reviens vers vous, professeur. Aujourd'hui, quand on dit que est-ce que l'avenir aujourd'hui, l'avenir en Occident est une solution pour les jeunes Africains? Parce que très souvent, les jeunes Africains, pensent toujours à venir en Europe, vu que, comme a dit M. Mathias, l'homme politique africain est incapable aujourd'hui de transformer la société africaine. Les jeunes Africains aujourd'hui se dirigent vers l'Europe. Ils acceptent de mourir. Nous avons vu des bateaux de fortune qui sont noyés ici aux côtes de la France. Ici. Alors, pourquoi aujourd'hui l'avenir en Occident est une solution? Alors, moi je pense qu'un peuple qui essaye de sortir, cela veut dire qu'il y a un mauvais signe, ça ne va pas chez eux. Et on va le constater, il y a deux points. Par exemple, il y a des jeunes aujourd'hui qui échouent sur les plages du Nord. Et aussi, il y a aussi ce qu'on appelle l'exode silencieux, qui viennent ici par tous les moyens. Et du point de vue statistique, à l'horizon de 2050, 35% des jeunes dans le monde seront africains. Deuxièmement, aussi,
cette spécificité est essentielle à l'avenir de l'Afrique. C'est-à-dire que l'avenir, c'est l'Afrique. Pourquoi j'ai dit ça? La première richesse, c'est l'être humain. La première richesse, c'est l'être humain. C'est la raison pour laquelle nos amis coréens ont compris qu'il faut investir dans l'éducation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point maintenant, si ces jeunes viennent ici, moi je pense que je dis non. L'Afrique a de l'avenir. L'avenir du monde, c'est l'Afrique. Parce que tous les éléments que nous utilisons aujourd'hui proviennent de l'Afrique. Nous n'avons pas cette conscience aussi de savoir que nous sommes l'avenir. Deuxièmement, c'est pour assurer nos jeunes frères africains que l'avenir, c'est l'Afrique. Même le grand consommateur aujourd'hui, avec la population, c'est l'Afrique. C'est un grand marché. Mais là où les acteurs politiques ont failli, c'est-à-dire que la formation fabrique des chômeurs. Vous voyez, par exemple, vous venez de dire qu'il y a ici, c'est combien de docteurs mais qui sont devenus chômeurs. Il faut revoir aussi la formation. Pourquoi j'ai dit revoir la formation? Les physiocrates disent ceci. La première richesse, c'est la terre. Il faut orienter la formation pour maîtriser l'environnement et la terre. Vous voyez, parce que vous avez présenté 60% de terres qui ne sont pas cultivées. Donc, il nous manque. Donc, c'est-à-dire qu'on se pose de bonnes questions, mais on donne de mauvaises réponses. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, parce que les acteurs politiques ont échoué, et moi, je pense qu'il faut penser à ce qu'on appelle les troisies. Que dit la théorie des troisies? C'est-à-dire, il nous faut des institutions fortes, c'est-à-dire l'homme à la place qu'il faut. Il faut mériter. Deuxièmement, des infrastructures économiques et sociales pour accompagner. Je peux même accompagner ce que vous venez de dire. On produit dans les fins fonds du village, mais on ne peut pas les acheminer là où on a besoin pour consommer. Donc, il faut que les politiques pensent aux infrastructures économiques et sociales et aussi des investissements directs étrangers. C'est ça les troisies. Parce que nos amis coréens ont compris cela et aujourd'hui, ils sont 11e. Mais ils sont 11e économique mondial, comme vous le dites, mais comment aujourd'hui peut-on... Parce que la jeunesse quitte l'Afrique pour l'Europe. Alors, lorsque nous arrivons ici en Europe, vous êtes aujourd'hui professeur des droits, vous êtes docteur, ingénieur aujourd'hui, mais pourquoi vous ne faites pas aussi retour en Afrique pour aller transformer? Parce qu'il faudrait aussi à un moment donné changer ces programmes éducatifs en Afrique. Alors, comment faire maintenant aujourd'hui? Parce que si nous comptons rester ici en Europe, comment l'Afrique peut demain changer? Comme vous le dites, que l'Afrique c'est l'avenir du monde. Oui, l'Afrique c'est l'avenir du monde. Pourquoi? Parce que, moi déjà, dans les cadres de ma contribution, je suis la personne qui avait publié ce livre, l'Afrique doit-elle avoir peur de la mondialisation? Donc j'ai traité tous les problèmes, c'est une contribution. Et aussi, j'ai publié un livre sur ce qu'on appelle l'Afrique est-elle démocratisable? Tout ce qu'on est en train d'évoquer ici, moi je l'ai déjà publié. C'est une manière de faire la contribution aussi dans la société. Et aussi, il y en a aujourd'hui, on a évoqué par exemple pourquoi on n'arrive pas à décoller. Mais il y a pas mal de théories. Par exemple, nos amis asiatiques ont compris. Ils ont utilisé une théorie qu'on appelle en économie théorie du vol d'oies sauvages. Ce sont des oies sauvages, c'est-à-dire ils ont une manière de décoller et une manière de faire l'atterrissage. C'est-à-dire, et ils ont compris les systèmes, ce sont les intellectuels qui ont essayé d'apporter cette théorie. C'est-à-dire, on commence d'abord à importer. Aujourd'hui, l'Afrique importe. Mais demain, il faut essayer maintenant de produire vous-même. Peu importe la formule que vous allez utiliser, imitation, tout ça, les autres le font aussi, ils ne le disent pas. Vous faites pareil. Mais pour produire, tout à l'heure, il y a 3 secteurs en économie. Il y a le secteur tertiaire, primaire, c'est la terre. Et ce qui nous manque, c'est le secteur secondaire. Savoir transformer des produits bruts aux produits finis. C'est ça ce qui nous manque. Parce que monsieur Mathias Neyan vient de dire que 60% c'est les services. Mais nous n'avons pas besoin des services. Nous avons besoin
de ce qu'on appelle les secteurs secondaires, l'industrialisation. Être capable de, le jour où on aura la technologie, le jour où on formera les gens de maîtriser l'environnement par la technologie, ces jours-là, on donnera déjà la réponse aux problèmes que souffre l'Afrique. Souffre l'Afrique aujourd'hui, M. Mathias. Alors, venir à l'Occident, semble-t-il une solution ou pas? Parce que les jeunes africains sont en train de noyer. Oui, c'est un mal. Quand on parle de nos frères, de nos enfants qui sacrifient leur vie pour venir en Occident, pour moi, c'est un cœur qui saigne. Mon cœur saigne. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout à l'heure, j'ai commencé par des chiffres. Un continent qui regorge 30% des ressources minières du monde, avec plus de 60% des terres cultivables. Comment se fait-il que ce continent-là ne décolle pas? Il y a un chiffre encore qui va vous troubler. Le ratio de la dette publique PIB. 60% en 2020, 65% en 2021. C'est énorme. C'est énorme, la dette publique. Mais qu'est-ce qu'ils font de cet argent? D'abord, je vais répondre à la question qui a été posée. Pourquoi moi je parle des politiques? Parce que c'est le politique qui sera amené à poser un diagnostic. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon pays? Et il regarde dans son pays. Est-ce que l'école aujourd'hui, on oriente 3000 étudiants en fac d'histoire? Est-ce que c'est ça mon pays a besoin? Non. S'il pose le diagnostic, il trouvera les solutions et les remèdes. Et donc, il faut que ces politiques-là soient courageux. Je ne les attaque pas, mais il faut qu'ils soient courageux. Il faut qu'ils enclenchent de grands chantiers de développement de l'Afrique, qui doit partir de l'éducation de base, comme le professeur l'a si bien dit. Regardez les facultés qu'il faut aujourd'hui, les écoles qu'il faut aujourd'hui pour former des techniciens dans les domaines de l'agriculture, pour la transformation de nos matières agricoles, dans les domaines de l'industrialisation. Il faut des ingénieurs, il faut aussi des techniciens. Il faut les former, il faut former ceux-là. Parce qu'un ingénieur qui est formé, c'est sûr, il va s'asseoir, même il ne va pas aller demander du travail à l'État. Vous avez vu les 3000 docteurs, ils vont demander du travail à l'État. Ça fait honte. Je reviens à notre question. Venir en Occident semble-t-il être une solution? Parce que ceux qui sont en Afrique pensent que nous vivons au paradis ici. Vu ce qui se passe en Afrique, ils sont incapables. Ils sont même incapables de savoir quoi manger, quoi déjeuner le matin et le soir. Si vous allez à Kinshasa, vous verrez des jeunes, ils ont du mal à se réveiller le matin, ils se disent, mais je ne veux pas me lever parce que je ne sais pas quoi manger. Je préfère rester au lit pour oublier ce que je peux manger dans la journée. Alors, lorsque les jeunes pensent que l'Europe ou encore l'Amérique soit le paradis, est-ce que c'est une solution pour nos jeunes? Qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui à ceux qui sont en Afrique, qui pensent qu'ici c'est le paradis? Je ne dirais pas que c'est une solution, c'est pas une solution, mais c'est la loi de la nature. Parce que imaginez, quand on est dans une maison qui est et qu'il y a des incendies, il faut fuir la maison. Et ces jeunes-là fuient la misère de l'Afrique, du fait de nos dirigeants qui n'ont pas su agir, poser des actes concrets, prendre des grandes réformes. Mais c'est écœurant parce que avec toutes ces recherches-là, venir ici en Occident, moi ça me... Non, pour moi, c'est pas la solution. C'est pas la solution. La solution, c'est permettre, comme le professeur l'a dit, permettre à ces jeunes-là de rester sur place. En quoi faisant? Ne pas montrer l'Occident comme le paradis sur terre. C'est pas un paradis sur terre ici, la France. Moi, je suis prêt. Mon parcours aujourd'hui, je suis prêt. Je suis prêt déjà à rentrer en Côte d'Ivoire parce que j'ai dit, je suis venu, j'ai fait des études ici, je dois aller là-bas pour mettre en place ce savoir-là au profit de mon pays. Donc, moi, je n'encourage pas ces jeunes-là qui sacrifient leur vie, mais ils n'ont pas le choix.
Ils n'ont pas le choix. Pas le choix. Oui. Parce que est-ce qu'on peut dire que c'est une assistance en personne en danger, les intellectuels? Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué, professeur, en disant qu'il faudrait bien que les intellectuels, parce que les intellectuels ont échoué. Alors, ceux qui sont ici, vous qui êtes partis à l'école ici, vous avez appris ici. Alors, le fait de ne pas retourner en Afrique pour aider l'Afrique, c'est-à-dire que vous n'assistez pas à des personnes qui sont en danger en Afrique. Est-ce qu'on peut vous condamner aujourd'hui, professeur? Mais condamner, je vais dire que... En général. Nous condamner, je pourrais dire que non. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ego. C'est-à-dire que les pays africains doivent se transformer en ce qu'on appelle les fonctions des ressources humaines. Identifier les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais à travers vous, à travers vous. Parce que là, identifier les problèmes qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, État devient ressources humaines. Un entrepreneur des ressources humaines identifié. Et deuxièmement, miser aussi sur la jeunesse africaine. Pourquoi miser sur la jeunesse africaine? C'est miser sur l'avenir du continent. Parce que le plus grand marché demain, d'après les simulations qu'on fait ici, c'est l'Afrique. Donc c'est par ignorance où les gens ne sont pas informés que le plus grand marché au monde, c'est demain. Et l'explosion de la jeunesse aussi, c'est demain. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé un peu de faire des recherches. Il y a ce qu'on appelle la Banque africaine du développement qui essaye aujourd'hui de continuer à progresser dans ce qu'on appelle les 3 piliers essentiels. Ils sont en train de travailler sur ce qu'on appelle l'innovation, ce qu'on appelle l'intégration et l'investissement. Sur les 3 piliers, c'est bien, il faut les mettre en pratique. Mais moi, je pense qu'il faut aller aussi plus loin. Pourquoi plus loin? Ici, quand ça ne va pas, on fait ce qu'on appelle des benchmarking, c'est-à-dire aller voir les autres. Pourquoi ça a réussi et chez nous, pourquoi ça n'a pas réussi? Tout à l'heure, j'ai évoqué l'exemple de nos amis de Corée du Sud. Ils ont réussi. Mais il faut s'inspirer de leur modèle tout en tenant compte de notre propre histoire, de notre culture, de notre mentalité et vous l'adapter. Ici, pourquoi on fait des ateliers qu'on appelle des brainstorming? Parce qu'ils sont conscients. Ceux qui les font ici sont conscients. Chez nous, il n'y a pas cette conscience. Oui, on fait des ateliers de brainstorming. C'est-à-dire que les différentes solutions ne viendront pas seulement de l'extérieur. Les ateliers de brainstorming, c'est quoi? Vous initiez les gens et vous débattez sur un problème et vous allez voir que vous allez innover, vous allez avoir de nouvelles idées et ça ne s'arrête pas là. Il faut maintenant accompagner par la mise en application. La mise en application, mais qui vont initier aussi ces ateliers pour que l'Afrique se développe, change? C'est ça la question. Comment peut-on aujourd'hui se dire aussi que nous, étant qu'intellectuels de la diaspora, couper cette histoire des pistonnage qui aujourd'hui qui pose problème en Afrique? Parce que lorsque vous l'avez évoqué, on vous pistonne, vous avez du mal à développer l'Afrique parce que vous n'avez pas cette compétence, cette vision à faire des choses en bien. Alors, comment aujourd'hui avoir ces personnes? Comment faire aujourd'hui, comme le professeur l'a dit aujourd'hui, comment aujourd'hui peut-on faire pour briser ces liens de pistonnage qui détruisent la jeunesse de notre société aujourd'hui? Oui, merci cher ami Andrea. Je vais répondre à la question qui a été posée au professeur déjà pour dire est-ce qu'on est responsable nous ici? Moi, je vais répondre par la positive pour dire oui, je suis responsable. Je suis responsable aussi de ce chaos-là qui mine notre continent. Je suis responsable chaque fois qu'un jeune ivoirien tombe dans la Méditerranée et qu'il meurt parce que j'ai failli. En tant qu'intellectuel, j'ai failli. Parce que le rôle d'un intellectuel, comme le professeur l'a assez bien dit, c'est d'éclairer la lanterne. Mais moi, je vais aller au-delà pour dire, lorsqu'on vient ici, en Occident, on a cette responsabilité-là. La première responsabilité, c'est de dire, on va retourner, ou mettre notre savoir et notre connaissance au profit de notre continent ou de notre pays. Et dans le deuxième facteur, le deuxième point surtout, ne pas vendre l'Occident comme l'Eldorado. Les gens ici, ils pensent que être ici, c'est être au paradis. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Et donc, sur la première responsabilité, le transfert de compétences. J'ai appris, je vais partir en Afrique. Et aux côtés de l'État, apporter ma contribution. Dire, par exemple, comment on fait pour
aller pour maîtriser, par exemple, ce facteur-là d'immigration, en retenant nos jeunes, en créant des entreprises. Et surtout, la politique de la fonction publique doit s'arrêter parce que le dos de l'État n'est pas aussi large. J'ai jamais vu un pays au monde qui est développé parce qu'il a la fonction publique. Les pays se développent à travers l'entrepreneuriat, à travers des entreprises d'investissement privés. Et donc, il faut que les États, plus la diaspora, plus les intellectuels, misent sur ce facteur-là qui est prépondérant, qui est important pour le développement de l'Afrique, et non pas parler que de la politique, que de la politique, que de la politique. Donc, est-ce que ces politiciens aussi qui sont en Afrique sont-ils prêts aujourd'hui d'accepter l'arrivée de la diaspora compétente? Je pense. Parce que si vous proposez, est-ce qu'ils seront prêts aussi à vous recevoir? Vu leur comportement, non, bon, en fait, moi je suis optimiste. Je suis optimiste parce que je me dis, là, j'ai déjà mis, je suis en train de mettre en place la structure, une structure dans le domaine du bâtiment et des travaux publics en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai eu cette compétence au sein de Bouygues, travaux publics, Bouygues Bâtiment. Mais je me dis que je suis optimiste. Parce que ce que je vais proposer à l'État, ce que je vais proposer à l'État va faire que l'État sera obligé d'accepter. Mais je ne dis pas que c'est un terrain déjà acquis. Parce qu'il y a effectivement la mauvaise gouvernance dont on a parlé tout à l'heure. Les pots de vin, les liens. C'est mon neveu, je vais le pistonner. Donc ces choses-là font que les compétences manquent de vision. Oui, c'est ça. Donc il y a cette vision-là qu'il faut remettre sur la table pour dire on a besoin que la diaspora arrive. J'ai fait des recherches et j'ai vu que la diaspora participe souvent à un PIB de près de 15%. Plus que même le budget. Plus du budget. Donc ces gens-là qui apportent de l'argent, qui apportent de l'argent, il faut aussi qu'ils apportent leurs compétences pour aujourd'hui participer au développement et non pas vendre surtout l'Occident comme le paradis sur terre. Donc c'est ce que je voulais dire. Professeur, alors si vous dites qu'aujourd'hui la diaspora, les ressortissants africains peuvent aussi apporter beaucoup en Afrique pour que l'Afrique change aujourd'hui, alors quels sont les mécanismes à mettre en place aujourd'hui qui peuvent attirer la diaspora de retourner travailler aussi en Afrique? Tout à l'heure, j'ai parlé de maisons des ressources humaines, c'est-à-dire identifiées. Et aussi, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la politique d'intégration. Identifier et intégrer. Vous voyez? Alors, le vrai problème aussi, c'est quoi que nous n'avons pas soulevé? J'ai critiqué tout à l'heure qu'on forme, il y a les étudiants, il y a des formations qui fabriquent des chômeurs. Il faut aussi que les gens puissent être capables d'avoir une formation d'entreprendre. Nous avons besoin de développer ce qu'on appelle des structures privées, des initiatives privées. C'est très important. Tout le monde ne peut pas travailler à l'État. Par exemple, tout à l'heure, mon co-débatteur vient de dire qu'il y a eu 300 docteurs. Mais pour finir quoi? Pour finir à l'éducation nationale ou je ne sais pas, à la fonction publique, ainsi de suite. Nous avons besoin de formations qui peuvent promouvoir ce qu'on appelle l'initiative privée. Or, dans nos formations, nous n'avons pas la culture d'entreprendre. Ça, c'est très important. Et aussi, pour aller plus loin, moi, je pense que il faut aussi développer ce qu'on appelle la mentalité. Il faut modifier la mentalité. Il faut qu'il y ait un esprit de progrès. Et je vous ai expliqué pourquoi nous ne sommes pas dans un esprit de progrès. Il faut aussi transformer les infrastructures, comme j'avais dit, et aussi réorienter surtout les intérêts matériels. Quand je dis réorienter les intérêts matériels, vous allez voir que aujourd'hui, nous n'avons pas ce qu'on appelle les secteurs secondaires. Nous avons besoin de la technologie pour transformer nos propres matières premières. Et d'ailleurs, même quand j'ai évoqué la théorie des vols d'oies sauvages, c'était en 3 cycles, c'est-à-dire importer, produire vous-même, et après être capable d'exporter quand il y a déjà l'autosuffisance chez vous-même. Donc moi je pense que il y a pas mal de solutions et à titre d'information, moi je crois à la renaissance africaine. Moi j'ai toujours été afro-optimiste, c'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui,
demain, il y aura des solutions et demain, l'Afrique va attirer le monde pour venir travailler. Vous savez, il y a eu une période, les Portugais allaient travailler même en Angola. Donc, sachez-le très bien, ici c'est saturé, le plus grand marché c'est l'Afrique. Mais nous-mêmes les Africains, nous ne savons même pas que le plus grand marché de demain c'est l'Afrique. Or, dans les simulations, on les voit déjà. Avec la potentialité de nos jeunes qu'il faut réorienter dans l'éducation, pas l'éducation qui forme des chômeurs, mais l'éducation que tu finis une formation, tu es capable de, dans la société, tu es capable de produire, tu es capable d'entreprendre, tu es capable, c'est ça, comme ici, des écoles de métiers qu'il faut promouvoir. Oui, bien sûr, il y a des philosophes, oui, bien sûr, mais non, il y a un certain moment, il faut qu'on puisse maîtriser la technologie. La technologie. Monsieur Mathias, est-ce que l'Afrique ne serait pas un continent sauvage aujourd'hui, vu notre comportement? Parce que c'est comme si les Africains, nous ne sommes pas formés. Vu notre réaction, lorsqu'on nous met ici en Europe, on sent cette différence. La politique a échoué justement parce que nous sommes sauvages. 200 millions d'analphabètes, comme vous le dites aujourd'hui. Ces peuples qui, aujourd'hui, nous sommes traités de sauvages. Est-ce que l'Afrique ne serait pas un continent des sauvages? Mais non, on n'est pas sauvage. Celui qui dit qu'on est sauvage, c'est lui qui est sauvage parce que c'est lui qui n'a pas un esprit critique. Il ne sait pas apprécier les choses. On n'est pas sauvage. La preuve, chez Bouygues Travaux Publics, où j'étais sur le chantier du Grand Paris, il y avait moi, ingénieur, un autre Congolais qui est ingénieur génie civil, qui était chef de site, un autre ingénieur camerounais. Et donc, chez Bouygues, qui est là? Qui pilote? Qui travaille? Qui fait Bouygues? C'est les Africains. Mais parce que vous êtes ici. Alors, parce que vous avez acquis. Pour dire déjà que l'Africain ou l'Afrique n'est pas sauvage. On a juste des problèmes à régler. Chaque problème doit avoir une solution et a une solution. Moi, j'ai énuméré quelques-unes. Première solution, il faut réformer, comme le professeur l'a dit, comme on l'a dit au commencement, réformer l'éducation, hein, afin de former. Pour éviter les gens d'être sauvages. Parce qu'en Afrique, la police frappe. Oh, bon, en fait, mais si, là, c'est une question. La nourriture et la vie à la population. Oui, on n'a pas le droit de parler. C'est une question de droit. C'est une question de. Ça aussi, ça participe. Mais je vais vous dire, demain, ces choses-là seront derrière. Lorsque l'Afrique sera industrialisée. Parce qu'il faut déclencher l'industrialisation à grande vitesse. Il faut déclencher l'agro-industrie à grande vitesse. Il faut déclencher la formation des techniciens, des ingénieurs et autres à grande vitesse. Une fois ces choses-là réalisées, on parlera plus, on n'ira même plus voir les hommes politiques pour dire quand ils vont faire leurs histoires politiques. On ne sera pas dedans parce que tu seras dans ton entreprise en train de travailler, en train de réfléchir. Mais comment industrialiser au moment où aujourd'hui on nous parle des COP26? On ne veut plus industrialiser nos pays à cause de la pollution. Parce que si vous dites qu'il faut industrialiser et que vous dites vous-même aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'ils atterrissent par pistonnage. Parce qu'ils ont atterri par pistonnage, la France les interdit peut-être à construire les industries. C'est pour ça que l'Afrique est ainsi. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut voir. D'abord, même l'industrialisation dont je parle doit prendre en compte le facteur environnement. Il faut prendre dans tout ce que vous faites, il faut prendre en compte l'environnement. Il faut étudier. J'ai mis en place dans ma structure là, un responsable, avant même de commencer, un responsable chargé du développement durable et de la prise en compte de l'impact sur l'environnement. Ça doit rester là pour que je ne produise pas sale, mais je produise propre. Ça, c'est un. Et nos États, aujourd'hui, doivent prendre en compte le facteur environnement parce que le réchauffement climatique, la dernière fois, à Madagascar, ils ont montré un documentaire. Ils sont contents, en France ici, de nous montrer comme des gens affamés, donc qui n'ont même pas de sang parce que la peau se colle. À force de ne pas manger, la peau de l'individu s'est collée à ses os. Ils sont contents parce que, ça, il faut y remédier. À partir du co-développement ou du développement durable. Qu'est-ce que j'appelle développement durable, co-développement? Lorsque, dans le contexte de l'environnement, ces pays-là qui produisent et qui participent à l'essor des risques climatiques, du réchauffement climatique,
sont là. Ils ont les bénéfices qui rentrent dans leur poche. Ce qui n'est pas normal. Quand ils invitent nos présidents, c'est pour valider, pour leur dire que oui, on a fait des échanges de taux de carbone. Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'on leur donne de l'argent qu'ils mettent dans leur poche. Il faut maintenant faire un co-développement qui intéresse les acteurs locaux et non pas les politiques. Donc, voilà. Ensuite, il faut, après le développement, la formation, des techniciens, des ingénieurs, il faut aussi l'industrialisation. Je crois que j'ai fait cas de ça tout de suite. Et l'industrialisation, mais moi je sais qu'en Afrique aujourd'hui, l'industrialisation, c'est pas... Même les privés, parce que vous dites qu'on construit un pays pas par la fonction publique, mais plutôt de privé, mais aujourd'hui, nos pays, comme au Congo, comme en Côte d'Ivoire, ailleurs, on favorise plus les étrangers de créer des entreprises privées que les autochtones. Alors ça aussi, c'est une des conséquences qui fait que l'homme africain, la jeunesse africaine aujourd'hui, sont perdus. Oui, mais ça, c'est ça. Il faut régler le problème de la mauvaise gouvernance. Parce que la mauvaise gouvernance participe de ça. Moi, je préfère, quand il y a une bonne gouvernance, il y a une transparence au niveau, par exemple, des appels d'offres. Moi, j'arrive en Côte d'Ivoire. J'ai dit que je peux concurrencer Bouygues sur mon terrain. Je dépose mes dossiers parce que qui a construit? J'ai mon CV. J'ai des amis avec qui j'ai construit chez Bouygues. Et donc, lorsque nous arrivons, on est capable de construire ce qu'on a construit ici. Mais si je vous dépose mon appel, ma réponse de l'offre, et qu'on me dise, oui, c'est un Ivoirien, on préfère prendre Bouygues, là, il y a un problème. Donc, c'est ça, la mauvaise gouvernance. Il faut la régler. Allez-y, professeur, vous avez 2 minutes. J'ai 2 minutes. Alors, moi, je pense qu'avec le débat que nous venons de faire ici, le monde est conduit par les idées, et dans le choc des idées que jaillit la lumière, donc je pense que nous devons toujours faire le débat pour l'avenir de l'Afrique. Nous avons cette obligation d'apporter la lumière là où ça ne va pas. Et aussi, il faut aussi qu'on arrive, parce qu'on dit toujours, critiquer, c'est facile, mais c'est l'art est difficile. Moi, je m'inscris dans l'art. Dans l'art, dans le sens que ça ne va pas, quelles sont les pistes de solutions, et voici mes pistes de solutions. Et aussi, moi, je crois à l'Afrique, je crois à la renaissance africaine. L'avenir de l'Afrique appartient à la jeunesse. Il faut doter de cette jeunesse d'une bonne formation pour répondre aux difficultés, aux problèmes que pose la société. Pour le moment, la formation ne correspond pas aux vrais problèmes de société, et je suis certain que demain, ça ira, parce que les jeunes vont prendre les flambeaux pour nous représenter. Les formations ne correspondent pas à la société. Merci beaucoup, professeur Kwangenda. Je rappelle que vous êtes écrivain, professeur de droit à l'Université d'Ivry et aussi maître honoraire de Champigny. Merci aussi à M. Mathias Néan. Je rappelle que vous êtes ingénieur en BTP et aussi anthropologue. Merci à ceux qui ont suivi cette émission. Je vous demanderai de s'abonner et surtout de rester fidèle à votre chaîne LCA News. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne.